Salut Luc, bienvenue dans les coulisses du Web3. Tu es partenaire chez Xange et d'ailleurs tu es aussi cofondateur d'Ariani. Et récemment j'ai interviewé deux de tes associés, Pierre-Nicolas et Frédéric. Est-ce que tu peux un peu te présenter et me dire ce que tu as fait avant Xange? Bien sûr, avec plaisir. Donc, Xange, je suis partenaire depuis maintenant presque un an. C'est donc où je suis vraiment je gère un fonds dédié à la crypto, au Web3, enfin, et à toutes les technologies décentralisées en général. On ira peut-être un peu plus dans le détail dans ce que c'est. Moi, avant d'arriver chez Xange et donc dans le côté investisseur, j'étais de l'autre côté de la table. J'étais entrepreneur pendant 10 ans. Fondé plusieurs boîtes, la dernière en date étant donc Ariani, dont tu as le plaisir de parler avec Fred et Pierre-Nicolas la semaine dernière, si je me rappelle bien. Et donc entrepreneur qui est passé du côté obscur de la force justement, mais toujours avec un amour quand même pour l'entrepreneuriat en général, et puis pour le Web3 en particulier, qui reste vraiment le truc qui me passionne depuis maintenant 7 ans. On va revenir dessus. D'ailleurs, Xange, hein, donc c'est un VC, hein, donc un fonds de venture capital. J'avais déjà reçu plusieurs VC dans le podcast, Baptiste Cotta de Leadblock Partners, Ouais. Ali Takal-Bataille de Shift Capital. Est-ce que toi, tu peux expliquer ce que vous faites chez Xange, comment vous vous différenciez un petit peu? Bien sûr. Xange est un peu différent parce que Xange est historiquement un fonds généraliste qui a plus de 20 ans maintenant, qui a un super track record, plus de 700 millions sous gestion, enfin, près de 700 millions sous gestion, sur plusieurs vintage. Donc on a pu l'équipe de management a pu être prouvée sur près de 20 ans maintenant. Donc vraiment un historique qui montre tout ce qu'on a pu faire avec 4 licornes au portefeuille, dont des super trucs comme Lydia, Odoo, Believe, mais aussi Ledger, qui est une des meilleures perfs qu'on a fait dans le portefeuille, où on est rentré en seed. Alors c'est pas moi à l'époque, c'est Cyril qui est rentré premier fonds en 2014. Mais donc un petit peu dans le Web3, mais avec un focus très généraliste, avec une volonté vraiment de toucher toutes les révolutions digitales, et surtout celles qui arrivent en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, Xange, j'ai investi beaucoup dans la fintech. Aujourd'hui, justement, les sujets qui nous intéressent, c'est des choses comme le care, c'est tout ce qui est deep tech, et puis le sujet crypto et Web3, c'est aussi là où on voit un vivier d'innovation très intéressant. Donc c'est ça en général qui nous différencie. Moi après, mon fonds est un plus petit fonds, c'est qui est un fonds dédié, et donc un peu indépendant de la stratégie générale de d'Xange, qui se veut vraiment très focus sur le Web3, mais je me repose quand même sur l'infrastructure d'Xange. Donc c'est ça qui nous différencie un peu. Voilà. Et tu es le seul d'ailleurs à gérer ce fonds ou vous êtes plusieurs dans ton équipe? Alors, aujourd'hui, on est une équipe de 2, on va monter à 5, et j'ai le support après il y a 15 investisseurs dans l'équipe d'investissement, il y a 15 personnes chez Xange, plus une dizaine de personnes en support ou back-office. Et donc, sur ces 15 personnes, j'ai l'aide de tout le monde, mais plus en particulier de partenaires. Donc, Cyril, managing partner et CEO d'Xange, et Alexis, qui est un partenaire qui lui aussi dédie la quasi-totalité de son temps au fond aujourd'hui. Ok. Et d'ailleurs, en termes d'enveloppe aujourd'hui, ça remonte. Enfin, vous êtes déjà levé, Mm. j'imagine. Et enfin, bon, après, peut-être que tu Mm. pourrais expliquer le fonctionnement des fonds, Bien mais sûr. c'est un peu par batch, hein, c'est-à-dire que Mm. c'est pas tous les jours il y a une nouvelle Mm. quantité, hein, c'est vraiment par batch de plusieurs années en général. Voilà, alors on va expliquer comment fonctionne un fonds, mais en général, donc on a des tailles cibles pour les fonds. Moi, j'ai passé mes derniers 12 mois à bosser avec l'AMF, puisqu'on a une particularité sur ce fonds, c'est d'avoir une grosse innovation qui est de pouvoir investir à la fois en equity, c'est-à-dire en actions classiques, et aussi en token. Et pour pouvoir le faire depuis la France, il faut avoir un agrément de l'AMF. Cet agrément n'avait jamais été donné à personne, et on vient de le recevoir le 5 juin. On est le premier fonds à l'avoir. Il y a d'autres fonds qui se préparent à l'avoir ou qui viennent de l'avoir. Donc on a été le premier, et surtout on a passé 12 mois vraiment à essayer de vraiment trouver le bon setup qui faisait que l'AMF acceptait. Donc moi, depuis le 5 janvier, je peux enfin lancer mon fonds. Depuis le 5 juin, pardon, je peux enfin lancer mon fonds, ce qui aurait été voilà, un peu une frustration, on va dire. Et donc là, on fait le premier closing qui va être environ 25 millions en septembre.
Donc je pourrais investir depuis ce véhicule. Ça étant dit, on a pu faire des investissements via d'autres véhicules, puisqu'on gère plusieurs véhicules, dont le grand fonds vintage d'Xange, qui est un fonds de 220 millions, qui là, lui, peut faire bien sûr que de l'equity. Et donc on a pu faire des investissements historiquement dans Request, très récemment Request, Dogami. On a fait un investissement avec LPV, donc la Poste, dans Carbonable. On vient de faire un investissement qui sera annoncé aussi sur de la tokenisation de crédit carbone, enfin de droits à polluer carbone, ce qui est un des sujets que je trouve passionnant. Et donc voilà, on a pu faire certains investissements sur mon fonds. Ça commencera à partir de septembre. Ok. Et c'est intéressant le fait que vous soyez le premier VC à avoir cet agrément de l'AMF. Mm. J'imagine que vous avez un peu co-construit avec l'AMF un peu cet agrément. Il a été un peu fait de base sur mesure en fonction des contraintes. Alors le cadre légal, en fait, il existe depuis, il existe depuis 2019 grosso modo, hein, la loi Pacte, enfin toute la volonté justement de pouvoir avoir de pouvoir toucher à des actifs numériques dans de manière légale et dans un cadre régulé en France, qui est cette loi Pacte en 2019 qui a beaucoup inspiré la loi MiCA au niveau européen. C'est-à-dire que le cadre français a vraiment été en avance sur le cadre européen. La difficulté, c'est que comme on avait un cadre très clair, mais aussi strict, il y a plein de choses qui devaient se mettre en place autour, notamment des institutions et des intermédiaires qui, eux aussi, devaient se mettre en règle. Et donc, ça peut prendre très longtemps quand on a un cadre pour que tout le monde soit en ordre de bataille. La grosse question qui a dû être réglée chez nous, et le gros blocage qu'il y avait pendant longtemps, c'était trouver un dépositaire. Puisque c'est peut-être là où on peut rentrer sur comment fonctionne un fonds, mais un fonds d'investissement, quand un investisseur nous donne de l'argent, enfin place de l'argent chez nous, il y a énormément de contraintes sur comment est-ce que je peux utiliser cet argent, et puis surtout comment est-ce qu'il est protégé, et on s'assure que demain je pars pas avec la caisse et aux Bahamas comme certains investisseurs peu scrupuleux peuvent le faire. Enfin, c'est tout le côté de la régulation, c'est vraiment protéger l'investisseur, hein. C'est ça l'idée, et parfois ça peut être très contraignant, mais il y a quand même des avantages. Donc pour le dire très simplement, et donc ça a été un gros sujet et qu'on annoncera probablement en septembre au niveau du closing, c'était de trouver une banque qui était prête à être ce qu'on appelle dépositaire pour des actifs numériques. Qu'est-ce que ça veut dire être dépositaire? Depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a une obligation pour tous les fonds qui se créent de pas détenir les fonds en direct. C'est-à-dire que une manière assez simple où on pourrait faire un investissement tous les deux, c'est je te dis, moi je suis un super investisseur, je trouve des super deals, envoie-moi de l'argent sur mon compte en banque perso ou dans une société, et puis j'investis, et puis quand tout ça, quand j'ai revendu, je te refile les profits, et puis toi et je prends juste une com. Un Voilà. peu comme ce qu'a fait The Family sur certains deals. Je sais que je connais pas le setup légal de ce qu'a fait The Family, donc je me prononcerai pas dessus, mais ça arrive, et en général c'est là où il faut faire un peu gaffe. Donc ça pourrait être une manière de faire. Le problème, c'est que comme c'est sur mon compte en banque, demain je fais un virement sur un peu comme The Family, comme je dis, sur un compte en banque à moi à l'étranger, et puis je peux m'installer dans au chaud à Bali où il n'y a pas de traité d'extradition, et puis on se reparle plus jamais, et toi t'as tout perdu. Bon, on a quand même des sociétés qui existent maintenant pour au moins faire qu'il y a un contrôle un peu plus fort sur comment tu peux toucher avec des boards et avec une orientation, mais même avec ça, il y a toujours un problème comme on l'a vu avec FTX, par exemple, de mélange des fonds. C'est-à-dire quand il n'y a pas de ségrégation des fonds, si moi peut-être que je fais les bons investissements comme il faut, que je fais tout très bien, sauf que je suis un très mauvais gestionnaire, et je termine avec des énormes dettes sur la société de gestion, c'est-à-dire vraiment la structure qui gère la société qui gère les investissements, et comme les fonds sont mélangés, et que je passe en liquidation parce que je peux plus payer mes dettes, et ils disent les fonds que tu as placés chez moi, en fait, c'est des fonds qui vont servir à rembourser les dettes que moi j'ai encourues. Et donc tes fonds n'auront pas jamais été utilisés pour investir, ils ont juste été utilisés pour couvrir les dettes que j'ai encourues moi, parce que j'ai décidé de prendre des bureaux énormes, je sais pas quoi. Donc la manière dont ça fonctionne sur un fonds, c'est que pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas ce mélange des genres, et que si moi je suis un mauvais gestionnaire, il y ait bien une ségrégation de tes fonds, on utilise une partie tierce, ce qu'on appelle un dépositaire,
qui est en général une banque, grosso modo, qui est régulée par l'AMF, enfin par le régulateur, qui, dans lequel toi, tu vas placer tes fonds chez ce régulateur, enfin chez ce dépositaire régulé. Et moi, quand je vais vouloir faire un investissement, je vais appeler je vais demander à la banque, dire voilà l'investissement qu'on fait. Ils vont vérifier que je fais bien un investissement, que je fais pas n'importe quoi avec. Et on va réaliser l'investissement. Puis le produit de cet investissement, c'est-à-dire les parts de société ou les actifs numériques, dans notre cas, on fait les deux, retourne chez la banque. Et donc c'est toujours la banque qui a tes assets. Toi, l'investissement tous les investissements que tu fais, en fait, tu as un droit envers la banque. Et moi, si ma société de gestion disparaît, tu pourras toujours et que moi je disparais, que tu vois, il n'y a plus d'Xange pour je ne sais quelle raison, tu pourras toujours aller voir le dépositaire, la banque, et dire bon bah au fait, moi j'ai tous mes assets qui étaient gérés par la société de gestion, je voudrais pouvoir les récupérer. Et c'est la banque qui dit ah bah oui ils sont bien chez moi et tu peux la récupérer. Voilà. Donc ce dépositaire il est essentiel pour ta raison de sécurité et puis parce que tu peux pas faire de fonds régulés en France et dans la plupart des pays au monde sans avoir ce setup. La difficulté dans notre petit setup, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui font dépositaire qui savent gérer en fait des actifs classiques, c'est-à-dire de l'equity, des parts de société. Ils savent pas être dépositaires pour des actifs numériques. C'est un truc nouveau, ils savent pas trop faire. Ça commence à arriver. On commence à avoir des banques qui prennent le PSAN. Toutes les banques n'étaient pas prêtes à faire plus que le PSAN, qui est juste pouvoir eux prendre avoir des actifs numériques en propre ou pour des clients privés. Là, il faut un truc qui est encore au-dessus, qui dit je peux le prendre pour compte pour un fonds d'investissement. Parce que ça demande, il y a encore d'autres niveaux de contrôle, il y a encore d'autres niveaux de complexité, puisque tu comprends, il y a trois parties, quoi. Il y a eux, et puis il y a toi, et il y a moi l'investisseur. Et donc ça, pendant très longtemps, c'était un blocage. Maintenant, on commence à avoir des acteurs qui s'y mettent. Je vais pas donner les noms tout de suite, mais ils commencent à sortir. Donc d'ici quelques mois, vous pourrez les avoir. Mais il y a au moins 2 voire 3 acteurs sur la place qui se sont placés depuis 12 mois, grosso modo, pour offrir ce service. Et donc on n'est pas les seuls, hein, mais on sera un des fonds qui utilisera un de ces setups. Super, bah, content de savoir que ça bouge du côté des banques. Est-ce que tu peux rapidement revenir sur ton passé d'Ariani et expliquer comment tu es passé d'Ariani à Xange? Bien sûr. Alors moi, Ariani, on a cofondé ça en 2017, donc avec Fred, Pierre-Nicolas, Julien, Alex. Et donc l'idée, c'était, bon, moi, ça devait faire 2 ans que la crypto me passionnait. Une grosse passion pour les DAO d'abord, et puis après 2017, c'est le premier phénomène NFT qui se passe. Alors, vous avez tous entendu parler des NFT en 2021, parce que c'est là où ça a vraiment explosé. Mais 2017, il y a un premier petit séisme dans le monde de la crypto. Un petit peu avec les CryptoPunks, mais surtout avec les CryptoKitties en fin d'année, qui montraient vraiment qu'on pouvait avoir des espèces de phénomènes de société avec du collectible qui était absolument fascinant. Donc nous, ça nous avait passionné avec mes cofondateurs, sauf que bon, s'échanger des petits chats digitaux, ça nous paraissait quand même limité, et puis surtout pas toucher un public très large. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on utilisait cette techno assez intéressante qui était le NFT, mais on l'appliquait à un secteur qui touchait un public plus large. Et pour des raisons à la fois de proximité avec l'industrie et parce qu'on voyait vraiment un gros parallèle entre NFT et cette industrie, on a vraiment choisi le luxe. Alors proximité géographique parce que on était tous entre Paris, la Suisse et New York à l'époque, et le monde du luxe tourne beaucoup autour de ces 3 géographies. Parce que LVMH, Kering, parce que tout le monde de la montre Richemont et Breitling et compagnie en Suisse. Et donc on a une proximité quand même avec cette industrie qu'on connaissait bien. On pouvait échanger assez facilement avec les décisionnaires dans cette industrie. Et deuxièmement, parce qu'on voyait vraiment ce parallèle, le fait que le NFT en fait c'était, et ça c'est pas moi qui le dis, c'était dit récemment par le Chief Innovation Officer de Kering, c'était en fait le NFT et le luxe c'est la même chose, c'est 3 trucs. C'est la créativité, faut que ce soit créatif pour que les gens s'y intéressent, tout du moins. Après, c'est l'exclusivité, c'est-à-dire que c'est le fait qu'il y en ait qu'une quantité limitée, que tout le monde puisse pas l'avoir. Et le troisième, c'est la communauté, parce que c'est cool d'avoir un truc qui est créatif et qui est exclusif, mais si personne ne le reconnaît, en fait, ton luxe il sert pas à grand chose. Tout le truc de la montre, hein, et ça c'est une autre quote du CEO du CEO de Rolex, c'est quand je veux voir l'heure, quand je veux lire l'heure,
je sors pas ma montre, je sors mon téléphone. Je regarde pas ma montre, je sors mon téléphone. Et donc la montre, en fait, elle a une raison d'exister qui est autre que sa raison historique, qui était d'avoir l'heure au poignet. C'est vraiment une marque d'appartenance sociale, de reconnaissance, et si c'est reconnu par personne, ça sert pas nécessairement à grand chose, à part, c'est plutôt de l'art, c'est quelque chose que tu apprécies pour la qualité intrinsèque de créativité qui est là. Mais donc on voyait cette différence, enfin ce parallèle entre NFT et luxe, et on a surtout alors faut se remettre un peu dans 2017-2018. Le NFT, on n'utilisait pas le mot parce que personne ne comprenait. Blockchain, c'était à la mode quand même, c'était cool. Mais il y avait vraiment une question de à quoi ça sert. Enfin, toutes les marques voulaient essayer la blockchain parce qu'on leur avait dit pour la logistique c'est génial, la traçabilité, la transparence c'est super. Mais quelle est l'application concrète qu'on peut faire? Et la première chose qu'on a vraiment vue, c'était dans le monde de la montre, il y a un truc qui existe qui est le certificat d'authenticité. C'est-à-dire que ta montre vient en général avec un bout de papier ou une carte digitale, enfin un truc physique qui dit ceci est un produit authentique. Et quand tu as ce certificat d'authenticité avec un numéro de série, un tampon, il faut vraiment le garder parce que en général, quand tu veux revendre ta montre, et le marché de la seconde main de la montre est très très développé, ça te rajoute environ 30%. Tu perds environ 30% du prix de ta montre si t'as pas la boîte, le certificat d'authenticité. Le problème de ce certificat d'authenticité, c'est que c'est un bout de papier, ça se perd facilement, c'est quand même pas très pratique. Et donc nous, on est arrivé avec ce pitch de dire, attendez, on peut remplacer votre bout de papier par un processus digital. On dit oui, mais très bien, mais bon, ça existe déjà, on l'a sur des serveurs. Ouais, mais c'est pas exactement la même chose. Parce que ce que vous avez sur un serveur, en fait, c'est vous, c'est votre base de données à vous, et à chaque fois que quelqu'un veut utiliser c'est pas la même chose qu'un bout de papier. Quand on a un NFT, on a vraiment l'équivalent digital d'un papier que je possède vraiment à la maison. C'est-à-dire que je peux le faire passer, le transmettre de pair à pair à la prochaine personne à qui je transmets ma montre, que ce soit parce qu'elle est revendue ou elle est donnée. Et donc on a réussi à vraiment convaincre les premières marques sur ce pitch qui était quand je crée un NFT, c'est supérieur à, quand je prends un passeport digital qui est basé sur une blockchain qui est un NFT, tu as vraiment un équivalent de la version papier mais dans le monde digital. Alors qu'une base de données sur laquelle vous enregistrez toutes vos montres n'est pas un équivalent puisque c'est votre base de données. Et si demain vous décidez de retirer la propriété à quelqu'un ou juste vous disparaissez, la base de données disparaîtra avec vous. Alors que si vous émettez un NFT, il existera tant que la blockchain existe, c'est-à-dire tant qu'il y aura ne serait-ce qu'une personne pour faire tourner un nœud pour faire marcher la blockchain. Donc c'est ça qui a été la première chose qui a marché avant même, ça c'est 2018-2019, notamment avec des marques comme avec le groupe Richemont, qui est le plus gros groupe de montre de luxe au monde, qui a des boîtes comme Panerai, IWC, Vacheron Constantin, et avec Breitling. Aujourd'hui, Breitling, toutes les montres Breitling viennent avec un certificat Ariani, donc avec un passeport digital Ariani qui est un NFT. Et ça bien avant le phénomène NFT 2021. Alors bien sûr, tout a pris une autre ampleur à partir de 2021 parce que tout d'un coup, on a commencé à nous appeler, on dit attendez, vous faites du NFT, il faut absolument qu'on fasse du NFT, alors qu'avant, on n'a pas eu une seule boîte qui nous avait appelé pour nous demander de faire du NFT. Et là, tout d'un coup, en fait, on n'avait même plus besoin d'expliquer cette notion que j'ai expliqué tout à l'heure de l'équivalent du papier mais en digital. On avait juste à dire, on fait du NFT. Ah bah oui, bien sûr. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que en fait, tous les gens disaient ah oui bien sûr parce que vraiment ils comprenaient ce que c'était le NFT, mais au moins ils avaient l'impression de comprendre, ce qui très souvent est suffisant en fait, parce que va essayer d'expliquer, regarde si les gens comprennent comment fonctionne, je sais pas, le cloud ou Internet, tu te rendras compte qu'en fait les gens comprennent pas nécessairement vraiment comment ça fonctionne, mais ils ont l'impression de comprendre et puis surtout ils l'utilisent, tu vois, ouais. Et ça c'est une réalité. Et c'est ça qui a fait que 2021 a vraiment été une explosion pour nous, c'est que tout d'un coup le NFT en fait est devenu quelque chose de tangible pour les gens alors qu'avant c'était complètement conceptuel. Et ça, c'est 2021, c'est là où vraiment Ariani prend une ampleur assez géniale et où Ariani en est là aujourd'hui, c'est-à-dire on bosse avec on est là avec plus de 50 boîtes, on a levé 30 millions en tout, le dernier tour avec Tiger Global en début d'année dernière, on avait 20 millions, mais bon tout ça référez-vous à l'épisode avec Fred et Pierre-Nicolas qui vous a raconté la belle histoire d'Ariani. Absolument. Et toi, du coup, comment tu avais passé d'Ariani à Xange C'était quoi le moteur et tu as une opportunité peut-être? Alors, moi, de mon côté, le gros truc, c'est que
je viens du monde de la crypto, je viens pas du monde du luxe. Alors j'ai vendu à des marques de luxe pour, j'ai fait le taf pour Ariani. Mais c'est vrai que le monde du luxe, c'est pas non plus le monde qui me passionne le plus. Moi, ce qui me passionne, c'est quand même comment est-ce qu'on utilise cette technologie qui est la blockchain et qui sont les infrastructures décentralisées en général. Hein. Enfin, parce que je pense que ça va un petit peu au-delà de la blockchain. Il y a plein d'infrastructures intéressantes qui sont pas nécessairement construites sur une blockchain, mais qui sont décentralisées. Et la question, c'est comment est-ce qu'on utilise ces technos pour construire un meilleur Internet. C'est l'idée de base. Quand on commence à prendre de l'ampleur dans une société comme on a eu depuis 2021-2022 avec Ariani, en fait, on sort de ce premier effort de convaincre et d'essayer de faire émerger quelque chose, c'est-à-dire de faire que les gens commencent à utiliser la technologie à de l'exécution pure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit des équipes de commerciaux, comment est-ce qu'on construit des équipes de delivery et comment est-ce qu'on passe à l'échelle et comment on industrialise, si tu veux, le process. Mais on n'est plus vraiment dans ce côté un peu, c'est Peter Thiel qui décrit ça comme le 0 à 1. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, il n'y a rien, on passe à 1. Voilà, une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là où en fait les boîtes nous demandent de le faire et on est mis en compétition avec d'autres acteurs et tu te bases sur notre capacité d'exécution et sur le fait qu'on est meilleur que les autres. En fait, tu es sur le 1 à 100. C'est-à-dire comment est-ce que maintenant qu'on a prouvé qu'il y a quelque chose, qu'il y a un product market fit, comment est-ce qu'on industrialise et on se bat sur un marché compétitif jusqu'à 2021, quand très franchement, il n'y avait pas de compétition. Enfin, on va dire, quand on est arrivé, on était les seuls à faire une proposition blockchain. Tous les autres te faisaient un système centralisé. Maintenant, quand on arrive devant un client, en fait, il a déjà 5 prestataires potentiels qui peuvent faire de la blockchain. Des mecs qui sont arrivés plutôt en 2021 quand le truc a explosé, donc on a une historicité un peu plus grande, mais quand même une compétition avec des gens qui sont de qualité aussi. Hein. Et donc ça, pour cette idée du 0 à 1, c'est ça qui me passionne. En fait, je m'en suis rendu compte quand on a commencé à devoir vraiment former des équipes de commerciaux. Et le 1 à 100, c'est pas que je suis pas capable de le faire, mais je pense que en fait on peut embaucher des gens qui sont meilleurs que moi pour le faire. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait chez Ariani sur les derniers 12 mois. Il y a des gens qui sont géniaux. On a embauché des super personnes qui l'ont d'ailleurs même fait dans d'autres boîtes, qui n'ont pas nécessairement été entrepreneurs, mais qui ont fait qui ont scalé des boîtes digitales assez connues. Et donc moi, la question là, c'était bon, est-ce que je m'accroche et je continue à le faire parce que je continue à aimer le projet Ariani, ou est-ce que je retourne à ce côté 0 à 1, quoi. Et j'ai eu l'opportunité, parce que ça faisait longtemps que je parlais avec Cyril de chez Xange, donc Cyril Bertrand, qui avait mis un petit peu en perso dans Ariani au tout début, quand on avait fait une émission en 2018, et à qui que je voyais tous les 3 à 6 mois pour lui donner des updates sur le projet. Et à qui à chaque fois je disais mais bon, quand est-ce que tu lances un fonds crypto, surtout parce que je voulais que Xange investisse chez Ariani, et je crois que c'est pas encore, et fin 2021 il dit bon bah si finalement on lance ce fonds crypto et on cherche quelqu'un qui pourrait le gérer, quelqu'un qui a un profil très similaire au mien, et c'est là où s'il n'y avait pas eu l'opportunité, je serais accroché, je serais resté chez Ariani, mais avec l'opportunité, ça me paraissait trop beau justement de pouvoir aller contribuer à construire, après avoir construit Ariani, aider à construire Ariani, contribuer à aider plusieurs dizaines de futurs Ariani. Ça me paraissait être la meilleure utilisation de mon temps sur les années qui viennent. Et d'ailleurs, tu avais déjà une expérience du monde du VC où c'était quelque chose que tu as découvert, bon, peut-être que tu as déjà quand même, auquel tu étais confronté avec ta position chez Ariani, mais... 3 tours de financement en tant que CFO, ouais. donc j'ai été confronté, mais de l'autre côté. Ouais. C'est-à-dire que je connais bien l'autre côté de la table, et j'ai pu pester beaucoup aussi contre les VC qui prennent pas assez de risques, qui ont pas le temps, qui te disent des choses comme c'est bien, mais bon, c'est encore un peu tôt pour nous, on se parle au prochain tour. Et donc ce qui fait que très souvent j'ai un regard aujourd'hui un petit peu ironique sur certaines choses que je peux dire. Cela étant dit, là sur les 12 mois, j'ai aussi vu comme très souvent à l'envers du décor, c'est-à-dire que le VC ça a l'air d'être juste des gens avec des poches vachement pleines qui pourraient donner de l'argent à tout le monde, et je sais pas pourquoi ils le font pas, en voyant l'autre côté qui est comment lever un fonds, comment gérer la temporalité, parce que il y a une temporalité sur les startups, hein, c'est grosso modo on a toujours cette question de comment on brûle plus d'argent qu'on en gagne tant qu'on n'est pas à l'équilibre. On a toujours ce problème il y a un moment il faut les relever de l'argent, donc il faut
montrer qu'on a une croissance suffisante pour que les gens aient envie de vous donner de l'argent. Bon, bah, et puis, ça c'est en grosso modo tous les 2 ans, à peu près, quand les choses vont bien, ou pas trop mal. Et chez Illicit, tu as une temporalité qui est similaire, parce que quand tu lèves un fonds, c'est pour 10 ans. Donc, un investisseur me donne de l'argent en année 1, et je dois clôturer complètement le fonds et tout rendre en année 10. Et donc pour ça, il faut que je réfléchisse dès l'année 1 à comment est-ce que j'investis dans une boîte, mais comment est-ce que potentiellement j'en sors aussi en année, enfin avant la fin avant la fin du truc. Et donc je suis toujours en train de réfléchir à, attends, ouais, je rentre dans ce projet-là. Peut-être qu'il faudra que je réinvestisse dans 2 ou 3 ans parce qu'ils vont avoir besoin d'argent et qu'il faut soutenir un peu voilà, sur le long terme. Ce qui veut dire qu'après, il faut que je réfléchisse à comment est-ce que eux, ils arrivent à me donner un événement de liquidité avant que le fonds clôture. Donc tu as aussi toute cette réflexion qui va au-delà juste de est-ce que j'aime le projet, est-ce que je pense qu'il y a un truc super, est-ce que ça vaut le coup de leur donner de l'argent. Il y a aussi mon problème de temporalité en tant que fonds. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup mieux compris en passant de l'autre côté de la barrière que quand j'étais entrepreneur, où c'était un peu, bah, je sais pas, de l'argent et puis de toute façon, on sera tous contents quand on exit. Mais sauf que l'exit pour moi en tant qu'entrepreneur, qu'elle se fasse dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est embêtant, mais bon, c'est pas non plus la fin du monde si j'aime mon projet, que je suis prêt à rester et qu'on a une 10 ans. Par contre, un fonds qui est, tu vois, en année 4 ou 5 du fonds et qui se dit, en fait, je peux faire qu'un exit dans 7 ou 8 ans, bah, c'est trop long parce que j'ai pas cette durée, enfin, la durée de vie de mon fonds est limitée. Donc voilà, ça c'est des exemples, il y a plein de choses d'envers du décor que j'ai appris justement sur les 12 derniers mois et qui sont fascinants. Mais effectivement, ça a été un apprentissage sur les 12 derniers mois de l'autre côté de la barrière de ce qui se passe. Cela étant dit, mon expérience en tant que personne qui allait lever des fonds aide quand même beaucoup à être en empathie avec l'entrepreneur en face et puis à souvent dire tu sais, j'ai été comme toi de l'autre côté et je sais ce que c'est. Je sais que ça va pas t'aider nécessairement de dire que ça, mais je comprends ta douleur. Ouais, carrément. C'est un peu comme l'agent immobilier qui a jamais acheté d'appart ou de maison vs celui qui en a acheté plein. Il y a forcément une différence en termes d'empathie et de compréhension de la personne en face. Euh, Tu parlais de temporalité. Comment toi, tu abordes la question un peu de la fin de l'argent magique sur les marchés, la remontée des taux? J'imagine que forcément, ça impacte ta stratégie. Alors, ça impacte, je pense que ça impacte le hedge fund beaucoup plus. Quand je parle à des gens dans le hedge fund, ça les impacte énormément parce que toutes leurs stratégies sont vraiment basées sur taux LIBOR plus un pourcentage. Et donc, quand tu es à un taux banque centrale à 0, que tu promets 0 plus 3%, bon, bah, c'est 0 ou 3%, tu te dis, je vais prendre les 3%. Quand tu promets 5 plus 3, c'est-à-dire 8, et que le risk free yield, c'est-à-dire vraiment je passe mon argent dans un truc qui a très peu de risques, qui sont les bons au trésor américain, je fais 5%. Si je vais avec toi, je fais 3% de plus, 8%. Tout d'un coup, enfin, ça paraît beaucoup moins intéressant pour l'investisseur. Pour le venture, c'est pas nécessairement la montée des taux qui est problématique, c'est plus enfin, c'est plutôt le blocage qui est en ce moment sur. On a beaucoup investi en venture. Est-ce que il n'y a pas un moment de pause? Est-ce qu'il n'y a pas eu un emballement qui s'est fait sur le venture en particulier, mais au-delà du capital risque, aussi toute la tech, hein. On dit beaucoup de choses sur sur le Bitcoin qui a fait enfin, qui a beaucoup baissé, enfin la crypto qui a beaucoup baissé. Quand tu regardes la fintech, c'est encore pire, quoi. Donc la fintech avait aussi eu une exubérance assez monstrueuse. Donc c'est plutôt ça qui nous bloque aujourd'hui. Mais c'est pas nécessairement qui nous bloque, c'est plutôt une question de les investisseurs disent mais si je dois continuer à investir dans le venture, c'est quoi les nouveaux secteurs dans lesquels il y a une chance qu'on retrouve on va pas refaire les mêmes solutions que ceux qu'on a investi il y a 4-5 ans. Là, il nous faut du nouveau. C'est là où nous, par contre, on tire quand même notre épingle du jeu, même s'il y a un peu une peur donc on investit, c'est que on est sur une stratégie qui est nouvelle, différenciée, et un secteur qui a un potentiel de croissance qui est énorme.
Tu parlais de fintech d'ailleurs, j'avais parlé Mm. du secteur de l'insurtech avec Luco, hein, qui est Ouais. passé, donc une assurance habitation, qui est passé de licorne au tribunal de commerce en quelques mois. Donc c'est vrai quoi, parce que bon bah fin de l'argent magique, donc c'est plus compliqué de relever des fonds où c'était un peu systématique pour grossir. Donc Ouais, enfin, c'est pas les mêmes, c'est pas les seuls, hein. Je dirais ouais, Klarna, qui était pourtant annoncé comme un truc super. C'est une valeur divisée par 10. Enfin, ouais, ouais. la fintech en ce moment, c'est très compliqué. Et bon, il y a quand même des acteurs qui fonctionnent. Et puis, tout ça pour dire, Luco, ils ont quand même fait enfin, je dirais, faut pas cracher sur ce qu'ils ont fait. Je suis client, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais c'est sûr que c'est des business qui sont très compliqués avec des marges assez faibles. Et donc, il faut le sortir pendant un bout de temps, quoi. Yes. Je pense que ça va être intéressant de se mettre un peu à la place d'un VC et de comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que c'est un monde qui est, tu vois, un peu souvent mystérieux quand t'es pas dedans. Mhm. Savoir comment pense un VC. Déjà, est-ce que tu peux en dire un Bien peu sûr. plus sur l'opérationnel? Combien de projets tu reçois chaque semaine ou chaque mois, par exemple? Et comment tu fais cette première Alors, sélection? on va le faire au niveau d'Xange en global. Xange, on reçoit environ 3000 projets par an, donc une dizaine par jour. La majorité vient de l'inbound, c'est-à-dire vraiment des gens qui nous envoient des trucs. C'est quelque chose qu'on aime, qu'on continue à faire, qu'on veut avoir. C'est aussi là où en fait il y a le plus enfin, il y a beaucoup de masse et moins de qualité. On a quand même des investissements qui se font par là. C'est pas la majorité des investissements qui se font par ce funnel. C'est étant dit, on a par Request par exemple, c'est eux qui ont tapé à la porte via le form sur le site web. Et donc ça, on en fait beaucoup, mais ça demande beaucoup de screening. La deuxième tranche qui arrive, c'est du referral. C'est-à-dire que en général, la manière de faire que je passe un tout petit peu plus de temps, parce que tu vois, si j'ai 10 decks par jour, autant dire Mm. que ça va un peu rapidement. Euh, la manière d'arriver à me parler plus rapidement, c'est comme une introduction qualifiée par quelqu'un. Ça a des risques aussi, hein, de notre côté, c'est-à-dire que bah, notre réseau est ce qu'il est, il a les billets qu'il a, et donc on peut aussi terminer à avoir que des recommandations qui sont sur certains types de. Petit incident technique, on est de retour. Tu étais en train d'expliquer, Luc. Alors, c'est intéressant, j'avais une question par rapport à ce que tu disais. C'était combien de temps tu passes par deck, donc par projet, lors d'un lead qui est inbound? Voilà, mais ça dépend vraiment. Donc la première premier truc des indie inbound, c'est qu'en général c'est aussi pour ça qu'on a une équipe autour. C'est que j'ai un premier screening qui se fait par les associates et Mhm. par mes juniors. Alors très souvent j'entends dire ouais, je veux pas parler aux associates parce que je préfère parler à un partenaire tout de suite. Euh, c'est pas nécessairement faux dans l'idée. C'est très souvent comme une manière d'arriver à moi, c'est de convaincre un de mes associates qui viennent le lundi matin me dire et faudrait que tu parles à ce mec. Ce sera plus je vois des gens qui s'évertuent à m'envoyer des messages sur LinkedIn et je leur fais non mais désolé, là je peux vraiment pas, ça m'intéressera pas parce que j'ai regardé en travers le truc, parce que juste je peux pas traiter 10 decks par jour en fait. Enfin, je peux pas les traiter bien par 10 decks par jour. Euh, et, et donc la bonne idée, c'est quand même de parler à mes associés et mes juniors, hein. C'est une très très bonne idée, parce que eux, si vous arrivez à les convaincre, ils viendront et essayer de me convaincre. Et un associé qui vient et qui me défend un projet, bah un, il a accès à moi parce qu'il peut venir me parler tout de suite. Et deux, j'ai beaucoup de respect et de confiance dans les gens qu'on a chez Xange. Donc définitivement tous les decks en fait sont revus, et même la plupart des decks qui nous sont envoyés ont même un call avec des juniors, pas nécessairement avec moi tout de suite ou avec un autre partenaire chez Xange. Mais définitivement prenez pas ça comme c'est définitivement un screening. C'est pas nécessairement un mauvais signe, hein. C'est pas que vous allez passer directement à la case poubelle. C'est la manière dont moi je me protège encore une fois, de pas avoir la capacité un temps infini à passer sur tous les projets. Ouais.
Ça étant dit, il est vrai qu'une manière d'aller un peu plus vite, c'est soit de passer par un de mes juniors qui sont votre referral, en fait, quoi, soit de passer par quelqu'un que je connais, qui me connaît bien et qui sera capable de faire un referral aussi. Donc de toute façon, en général, la manière de m'arriver le plus rapidement possible, si vous me connaissez pas déjà, ça reste quand même de trouver quelqu'un qui me connaît et qui, que ce soit. Donc une manière, c'est d'arriver sur un analyste chez nous et d'envoyer, enfin, et faire que lui dise, moi j'adore ce qu'il fait, enfin ce que cette équipe fait, soit trouver quelqu'un qui est en dehors d'Xange et qui me connaît et qui me dit, tu devrais regarder, c'est génial ce qu'ils font. Voilà, mais ça reste la première manière dont je reçois des projets. Ensuite, on a quand même, ça c'est l'inbound, c'est la masse, le referral. On a après un troisième côté qui est, nous, la recherche de projets. C'est-à-dire qu'on a quand même d'ailleurs de plus en plus d'automatisation et un petit peu d'outils AI récemment qui nous permet d'aller dénicher des projets qui seraient peut-être pas arrivés jusqu'à nous, soit parce que ils sont pas dans les géographies où on est les plus connus, soit parce que bah, parfois juste les gens se disent, enfin, je pose pas la question encore de lever de l'argent, mais en règle générale sur les super projets, et d'ailleurs même pour tous les projets, le mieux c'est quand même de parler à un VC quand t'as pas encore besoin d'argent. Ça rend les choses beaucoup plus simples, à la fois pour nous, parce que ça nous permet de réfléchir un petit peu à comment, puis à donner un peu des indications sur qu'est-ce qu'on regardera le jour où il faut prendre la décision. Et puis nous, quand on trouve un entrepreneur qui n'a pas encore besoin de lever de l'argent, c'est aussi le moment de commencer à construire une relation, notamment une relation de confiance. Parce que si on se rencontre pour la première fois et qu'il faut que je prenne ma décision d'investissement une semaine plus tard, ça peut mener à beaucoup de déceptions plus tard, à la fois pour le VC et pour l'entrepreneur. Parce que des deux côtés, on dira beaucoup de choses et puis on s'attendra à beaucoup de choses l'un de l'autre. Et puis peut-être que ça n'a pas été bien compris que c'était pas exactement ça ce que l'entrepreneur voulait faire et que moi j'ai investi dans un truc où j'ai pas bien compris parce que ça allait trop vite. Et puis de l'autre côté, l'entrepreneur qui peut-être attendait des choses de moi que je suis pas capable de lui donner et qui devient déçu. Donc commencer la relation le plus tôt possible, c'est définitivement une bonne chose. Ok. Et d'ailleurs, une fois que tu es sur un projet que tu trouves intéressant, que tu trouves compétent, ça va être quoi le next step? En fait, ça va être quoi un peu ta grille d'évaluation si tu en as une? J'imagine, bien sûr, tu vas vouloir faire un call avec les fondateurs, discuter avec eux, mais après, ça va être quoi un peu les Alors, next steps? Première grille d'évaluation déjà qui est pour tous les projets, c'est est-ce que ça rentre dans ma thèse d'investissement? Et ça, alors c'est là où il faut vraiment pas le prendre personnellement. Parfois, je dis à des projets, mais enfin, ça rentre pas dans ma thèse d'investissement. Et c'est pas juste que j'essaie de me débarrasser de vous, c'est que j'ai vraiment, moi, une thèse d'investissement, c'est-à-dire à la fois quelque chose sur laquelle je me considère compétent. Il y a des choses, par exemple, sur lesquelles je me considère pas compétent. Parfois, on vient me poser des questions sur je sais pas, tu vois, du delivery, quoi. Enfin, un truc comme Deliveroo, tu viens me dire, j'ai créé la boîte, la meilleure boîte à Deliveroo, machin. Tu viens me poser à moi, me poser à mon fond. Un, ça rentre pas dans la thèse d'investissement, et deux, je me considère pas compétent sur le sujet. On a des gens chez Xange, chez qui je te renverrai, des partenaires qui eux, ont fait des investissements dans des super boîtes et qui ont vachement bien fonctionné sur le sujet. Et je serais ravi de t'envoyer vers eux, mais faut pas se brusquer sur le fait que je dis c'est pas dans ma thèse d'investissement. Ce que tu peux me demander, par contre, là, c'est à dire, est-ce que tu peux me renvoyer à quelqu'un qui saurait investir dans ce genre de choses. Donc ça, c'est la première chose. Et donc chez moi, c'est vraiment, il faut que ce soit construit d'une manière, faut que ça construise sur tout l'internet décentralisé qu'on est en train de construire en ce moment. C'est-à-dire la DeFi, le NFT, tout ce qui est et puis tout ce qui est infrastructure crypto, l'identité décentralisée. Si vraiment la blockchain ça t'intéresse pas du tout, pas la peine de me parler, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, après, ça dépend du niveau d'avancement du projet. C'est-à-dire que nous, on fait de l'investissement early stage, mais on fait de l'investissement seed série A. Donc de la série B, c'est-à-dire que tu arrives avec des super metrics, mais des tours trop gros, et vraiment de la scale-up. Moi, j'ai pas les poches assez profondes avec mon fonds pour le faire, et deux, c'est pas non plus là où je me considère être le meilleur aujourd'hui. Le
l'autre extrême, ce serait d'arriver avec un projet pré-seed, c'est-à-dire vraiment une idée qui cherche à lever 200 000 euros parce que ils veulent lancer un truc et le tester. Ça, il y a pas mal de fonds ou de BA qui le font. Xange, c'est trop petit pour nous et c'est trop tôt. Encore une fois, dans cette idée de longueur. Donc, si tu es en seed ou série A, c'est là où il y a un peu de différence. Donc, seed, ce qu'on va regarder, c'est, bon, bien sûr, est-ce que j'aime le projet, est-ce que j'aime l'idée, est-ce que je pense qu'il y a un futur dans ce concept. 2, c'est l'équipe. C'est-à-dire, est-ce que je pense que l'équipe est capable d'aller au bout du truc. Et l'ayant vécu l'entrepreneuriat, je veux dire, c'est des hauts et des bas, et c'est beaucoup de bas hein, quand même. Donc, faut avoir de l'endurance, quoi. Enfin, si tu veux voir ça comme de la boxe, c'est bien de savoir taper très fort, mais en fait, c'est pas ça qui fait que tu gagnes les matchs hein, en boxe. Hein. C'est savoir encaisser les coups, et t'en encaisses beaucoup en tant qu'entrepreneur. Et puis après, mais il faut quand même des gens de qualité qui soient capables techniquement de réaliser ce qu'ils veulent faire. S'ils ont un historique aussi qui prouve qu'ils ont la capacité d'exécution, c'est d'autant mieux. La dernière chose, et ça c'est probablement la plus importante et celle que les gens comprennent mal, c'est on cherche une validation du marché parce que nous, on peut être convaincu que c'est une super idée, on peut être convaincu que l'équipe est top, mais toujours se dire, mais est-ce que l'idée en fait arrive au bon moment? Est-ce que c'est le bon timing pour le faire? Et ça, ce qu'on va nous demander, c'est une espèce de validation du marché, un signe, un bruit, et ça peut prendre plein de formes. Sur le site en général, c'est est-ce que tu as des gens qui l'utilisent et qui disent ouais c'est un truc super. Même pas qu'ils sont prêts à payer pour. S'ils sont prêts à payer pour, c'est un super signe. Mais même juste dire des métriques d'utilisation, de déploiement chez quelques utilisateurs, quelques marques, qui montrent qu'il y a des gens qui l'utilisent et qui trouvent ça, ouais, ça c'est un truc cool. Sur la série A, on va commencer quand même à te demander d'avoir des revenus. Alors pas nécessairement sur tous les projets, mais en général, on va quand même demander, bon, montre-moi que tu arrives à vendre ce produit. Quoi. Voilà. Vas-y, je t'en prie, pardon. Non, mais voilà un peu la réponse. C'est un peu les trois grands trucs à regarder. Ouais. Et il faut taper quand même, faut réussir à taper les trois, et en sachant que les deux premiers, c'est souvent ce qu'on me dit dans les pitchs. Hein. Le troisième reste le truc qui est trop souvent pas assez abordé. C'est que tout le monde te vend la vision au début et c'est génial. Enfin, faut m'emmener dans le truc. Hein. Ça fait partie du truc. L'équipe, bien sûr que c'est super important. Le troisième truc là, ce timing, ça reste je dirais la plupart des projets qui sont refusés alors qu'on est super partant, c'est parce qu'on se dit c'est pas encore le moment. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel tous les projets qui viennent me présenter, passer du temps à réfléchir à comment est-ce que je montre à mon investisseur que le marché a dû répondre. Ok, donc vision, team et timing du go-to-market. Et d'ailleurs, est-ce que tu vas également analyser de ton côté la taille de marché? Peu importe, en fait, en décorrélant ça, on va dire, de l'appétence qu'il y a pour le produit. Alors oui, c'est définitivement une métrique qu'on utilise et je dirais sur le produit. C'est-à-dire quand on regarde le produit, la vision, on dit ok, c'est un produit qui a une super vision, ça peut super bien marcher. Maintenant, est-ce que c'est dans un marché qui est, on va dire, VC, enfin qui est investissable pour un VC. Faut comprendre que le VC, il cherche à faire des retours qui sont assez stratosphériques. Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que un investissement qui ferait x2, x3, c'est pas considéré comme un bon investissement chez un VC. C'est vraiment à partir de x7-8 qu'on commence à dire ouais, là on a fait un bon investissement. Ça veut dire que si je mets ne serait-ce qu'1 million dans ta boîte sur une valeur on va dire de 10 millions, après les différents tours de financement que tu as pu avoir, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à sortir à les dilutions qui se passent par la suite, il faut que je sorte à 200 millions de valorisation. Tu vois, ça fait quand même une grosse boîte. Quoi. Donc si tu arrives avec un projet qui dit moi je vais réussir à faire une super boîte qui
je prends très souvent l'exemple de la boulangerie parce que je trouve que c'était super business et j'adore mon boulanger et je pense que c'est des vrais entrepreneurs aussi et des gens qui bossent vachement dur, qui font des super trucs et en même temps c'est pas VC grade, c'est-à-dire que je me vois pas investir dans une boulangerie. Je peux pas imaginer que même qu'une boulangerie arrive à me faire le type de retour qui est cherché par le VC parce que on cherche vraiment ce genre de business qui arrive à faire à passer à l'échelle et faire des retours énormes. Ça veut aussi dire que nous, on sait qu'on a beaucoup de boîtes qui vont pas y arriver, et donc c'est tout le truc du risque. C'est que on sait que grosso modo 20 à 40% de nos boîtes, ce sera zéro, c'est-à-dire qu'ils arriveront pas du tout et elles disparaîtront et on aura perdu complètement notre argent. Par contre, sur les 60% qui restent, il y aura des demi-succès, c'est-à-dire que tu fais un x2, x3, c'est bien, hein, c'est vachement dur de construire une boîte qui fonctionne et qui perdure, mais pour le VC, c'est considéré comme pas un super retour. Et puis, on espère que tu as 10% de tes boîtes qui fait du x10, voire du fois beaucoup plus, comme des Ledger, des Lydia, des Odoo. Voilà. Et mais c'est le métier du VC, enfin, c'est le pari du VC et qui est un peu fou entre nous, hein, mais qui aussi permet justement de financer certaines boîtes qui n'émergeraient pas avec un système de financement plus classique. Ouais, carrément. Et pour revenir justement au process dont on parlait, une fois qu'une boîte coche tous ces critères dont tu as parlé, ça va être quoi l'étape d'après? Est-ce que tu vas parler avec tes d'autres partners? Tu vas commencer à rentrer dans la négo? Comment tu vas d'ailleurs identifier la valo de la boîte? Est-ce que tu vas accepter la valo soumise par l'entreprise ou c'est toi qui vas définir ta valo? Parfois, j'imagine, c'est pas blanc ou noir. Hein. Et comment tu vas... ça va être quoi un peu les étapes jusqu'à finalement la proposition? Bon, la première chose, tu m'envoies un deck, je regarde, si ça m'intéresse, on fait un premier call. On fait un premier call, c'est là où je juge un peu de s'il y a un intérêt pour moi. 5 mois après, je le présente déjà en interne, parce qu'on a quand même un comité d'investissement. Alors, on a même, avant le comité d'investissement, qui sont vraiment que les partenaires, on a, nous, des réunions tous les lundis matin où on présente les deals qu'on fait à toute l'équipe. Et puis, on dit, bon, ça, on a envie d'avancer. Et on demande un peu d'aide en fait sur aidez-moi à qualifier si l'opportunité est vraiment bonne. Et là, c'est tous, hein, c'est les analystes jusqu'au managing partner. Une fois qu'on a qualifié un peu plus, donc en général on aura fait un deuxième call, et qu'on veut continuer à avancer, on a ce qu'on appelle la management présentation, après la management presse. La management presse, alors ça veut dire différentes choses dans différentes sociétés de gestion. Chez nous, c'est vraiment encore une fois tous les investisseurs, tout du moins tous les investisseurs qui veulent venir et qui se pensent légitimes. Là, vous présentez présentation formelle pendant une à 2 heures devant tous les investisseurs. Nous, après ça, on fait un premier vote de tous les investisseurs. Alors, encore une fois, c'est pas comme ça partout, hein, mais chez nous, on essaie vraiment de faire que tout le monde contribue. Et si le projet, suite à cette présentation, a plus que 10, quoi, un satisfecit, tout le monde dit bon, ouais, enfin pas tout le monde, mais une majorité dit je pense qu'on peut continuer. Là, ça passe en investment committee. L'investment committee, là, c'est que les partenaires avec une majorité qualifiée une majorité pour que le projet passe. Et c'est vraiment à ce moment-là, donc il y a quand même pas mal d'étapes, que la décision d'investissement se fait. En parallèle, il y aura quand même eu des discussions. Alors, tu vois, c'est pas que à ce moment-là qu'on commence à parler valo et autres. Il y aura quand même eu des discussions avant sur au-delà de nous vérifier si l'opportunité est bonne, si les gens sont bons, de faire parler, de faire nos due deals. On aura commencé à parler valo, on aura commencé à parler taux d'emprise, on aura commencé à parler de shareholder agreement, c'est vraiment de pacte d'associés, de qu'est-ce qu'on met dedans. Et là, la négo, bon, il y a des pratiques de marché qu'en général on essaye de suivre sur les multiples, sur une règle de base quand même dans le venture, c'est qu'on veut pas prendre un trop gros pourcentage de la boîte. Un, parce qu'on veut toujours rester minoritaire, et puis deux, parce on sait que il y aura de la dilution dans le futur, et que si tu prends dès le premier tour de financement 50% de la boîte, bon, un, t'as le management de fait qui est un peu problématique, et puis deux, comme à chaque tour, les fondateurs, s'il en reste plus que 50%, ils vont se refaire diluer.
et qu'on s'attend à ce qu'il y ait 3, 4, 5, 6 tours de financement. Si au bout des 6 tours de financement, l'entrepreneur, il lui reste quasiment plus rien dans la boîte, bah, il est plus motivé à continuer à bosser en disant, bah, de toute façon, c'est plus ma boîte, c'est terminé, quoi. Et puis, j'ai trop peu. Donc, en général, on veut prendre que 20%. Donc, l'argent qu'on met, déjà, compte que ta valo, ce sera probablement x5, quoi. Ça peut varier entre x4 ou x6, x7. Ça dépend. Mais c'est ça l'idée, hein, c'est qu'on veut 20% de la boîte. Donc, si le tour de financement, c'est 2 millions, bah, grosso modo, la valo moyenne, ce sera aux alentours de 10. Parce qu'on ne veut pas prendre plus que 20. Dans ce cas-là, d'ailleurs, ça veut dire que vous êtes les seuls à investir dans l'entreprise. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres VC. Ouais, alors en général, nous on veut être lead, c'est-à-dire qu'on veut être le plus gros investisseur sur ce tour, celui vraiment qui fait le tour. Cela étant dit, en général, on aime bien, enfin les entrepreneurs et nous aimons bien ce qui est des co-investisseurs. Et puis très franchement, ce qu'on voit beaucoup, notamment aujourd'hui, c'est la plupart des entrepreneurs, quand ils arrivent pour me voir, ils ont déjà 30 ou 40% du tour qui est plein avec des BA, avec des petits fonds qui veulent pas être, qui sont des fonds suiveurs, donc ils mettent beaucoup de petits tickets, mais pas de gros, et ils viennent me chercher pour justement faire la négociation sur la valorisation, et puis amener un peu ce gros bout. Donc en général, on prend environ 50% du tour. Donc un tour de 2 millions, tu vois, un seed où on mettrait 2 millions. Ce qui est un gros seed, ce qui est un gros seed qui aujourd'hui est plutôt en ces temps est un plutôt gros seed. Il y a 2 ans, c'était un petit seed, mais bon, et on prendra la moitié, on mettrait un, quoi. Ok, très clair. Et d'ailleurs, vous, j'imagine que vous accompagnez le projet derrière. Quel accompagnement vous fournissez? Alors, bien sûr, j'imagine forcément il y a la mise en relation. Est-ce que vous les guidez aussi sur des décisions vraiment structurantes? C'est un truc super important chez Xange, c'est vraiment fait partie de notre proposition de valeur. Alors, la première chose, c'est quand il y a une société, en très grande majorité, il y a une société et un board, on prend une place en board, c'est-à-dire que tous les 3 mois, on prend part au contrôle, on va dire, de la gouvernance d'une société. On n'est pas manager, on n'est pas des exécutifs, mais on est là pour le board tous les 3 mois valider des décisions avec l'exécutif. Donc ça, c'est un truc important pour nous. Mais ça, on va dire que c'est un peu le classique. L'autre truc qu'on fait et qui a vraiment été structuré chez Xange, c'est ce qu'on appelle le Startup Success. Ça, c'est 4 personnes chez nous qui sont dédiées à accompagner les startups du portfolio dans le quotidien. Et donc tu peux envoyer. Donc quand quand Xange a investi chez toi, tu as une hotline sur laquelle tu peux faire une demande auprès de ces 4 personnes et qui, elles, vont faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour aider à trouver une solution. En général, là, on aide surtout, c'est sur les questions de structuration financière, RH, c'est donc finance, RH et legal. C'est vraiment là où on aide beaucoup parce que sur le côté tech, en fait, en général, l'entrepreneur sera le plus à même à savoir comment faire les choses. Sur le côté sales pur, là, c'est les partenaires souvent qui aident parce que ayant une expertise, et puis que ce soit moi qui ai une expérience entrepreneuriale, mais Alexis aussi une expérience entrepreneuriale dans le côté biotech, moi sur le côté luxe et blockchain, on est les plus à même à faire des introductions sur le côté commercial. La boîte de notre startup success, c'est vrai, et plutôt une expertise de gestion. Cela étant dit, on a aussi des produits qui sont sur étagère, c'est-à-dire qu'on a des deals avec plein de partenaires qui avec des discounts. Donc, si tu veux avoir SAP ou je sais pas des deals avec AWS ou autre, on a déjà pré-négocié des deals. Donc on a aussi des choses qu'on offre, des avantages qui arrivent parce qu'on les a négociés en prix de gros, quoi, avec des prestataires. Ça, c'est les deux plus gros trucs que font le Startup Success, et c'est vraiment une spécificité Xange. Il n'y a pas beaucoup de fonds en France qui font ça. Ok, génial. Effectivement, ouais, c'est la première fois que j'entends parler. Et
J'avais une question aussi, tu vois, sur la partie vraiment avant de closer vraiment le deal. Est-ce que vous faites un audit pour vérifier certains points? J'imagine que oui, pour pas qu'il y ait de bullshit dans les decks, que ça passe. Nous, on n'est pas comme Sequoia, on fait des due deals super précises. Non, je blague, mais alors, bien sûr, due deal avant de prendre la décision d'investissement, on a bien sûr des due deals qui se font après la décision d'investissement. Ayant été, moi, de l'autre côté de la barrière, ayant eu les due deals, je sais aussi la limite que c'est que de faire des due deals en un mois, parce qu'en général, tu as un mois pour le faire. Donc, oui, on le fait, que ce soit côté légal, sur le côté financier. C'est jamais parfait les due deals, les audits, tout ce que tu peux faire. Enfin, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux en un mois. De toute façon, il y a toujours un risque que tu passes à côté de quelque chose. C'est plus facile, bien sûr, dans des périodes un peu plus calmes comme aujourd'hui, de passer un peu plus de temps sur les audits et de le faire de manière plus précise que quand c'est un peu la folie. Donc, de toute façon, Xange a quand même cette rigueur, et on l'a eu en 2021-2022 quand c'était un peu la folie, de pas aller sur des deals trop rapidement et de perdre des deals parce que on n'a pas été prêt à dire qu'on passait les audits et qu'on allait à toute blinde parce qu'il fallait aller à toute blinde parce que tout le monde voulait aller sur ce deal. Donc c'est vrai que nous, c'est quand même très important de bien vérifier, de bien faire de faire tous les deals qu'on peut avec tous les guillemets possibles, hein, en sachant que même avec 30 jours de due deal, qui est en général ce qui se passe quand t'as signé une term sheet, de toute façon, ce sera jamais assez de temps pour tout vérifier parfaitement. Donc, mais on fait le maximum pour ça. Ça marche. Je te propose de conclure, Luc, de Bien sûr. petites dernières questions. La première, c'est, tu vas passer beaucoup de projets blockchain Web3. C'est quoi tes convictions aujourd'hui sur les projets qui vont vraiment marcher dans les prochaines années? Bien sûr. Alors, une conviction centrale, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse un pont. Enfin, j'aime beaucoup toutes les primitives qui ont été construites dans la DeFi. Je les utilise quasiment tous les jours, enfin, la DeFi ou dans le Web3 en général. J'ai fait toutes les bêtises NFT possibles et imaginables. Pareil avec la DeFi, j'adore. Le problème, c'est que mes parents n'utiliseront jamais ça. C'est beaucoup trop compliqué. Et donc, s'il y a une conviction de base, c'est qu'il faut que les projets qui vont fonctionner, c'est ceux qui arrivent à créer des interfaces qui facilitent l'utilisation de cette technologie en sous-main. L'exemple parallèle que je donne très souvent, c'est je suis assez vieux pour me rappeler quand j'ai set up mon premier adresse email où il fait que je rentre l'adresse IMAP, l'adresse POP, le bon port pour être sûr que tout allait bien, et que mince, ça marchait mal parce que j'étais pas sur le bon port. Aujourd'hui, quand je dis ça à quelqu'un de 15 ans, il me regarde avec des yeux comme ça. J'ai fait que je devais avoir 12 ans quand je l'ai fait. Il n'a aucune idée de tout ce que je viens de raconter. Il sait pas ce que c'est parce que de toute façon, il a cliqué Gmail, créé ton adresse email, mot de passe, et puis ça marche l'email. Et donc, c'est ce niveau-là de développement qu'il nous faut, c'est-à-dire des interfaces vraiment qui font abstraction de tout ce qu'il y a en dessous. Pas pour autant que ça rend la blockchain, c'est pas pour autant qu'il faut que ça rende la blockchain inutile. Justement, c'est le fait que ce soit en sous-main fait que tu as toujours la possibilité de reprendre le contrôle sur la technologie, mais il faut que tu aies des interfaces qui permettent de vraiment faciliter le truc. Comme on a fait avec Gmail et l'email, il faut que demain, je ne demande plus de signer des transactions avec des hash incompréhensibles et de dire attention, fais bien gaffe à tes mots-clés parce que si tu les perds, tu as perdu tes cryptos. Donc ça, c'est la première chose. Et après, sur un peu plus précis, nous, on aime bien sûr, donc il y a plein de questions d'infrastructure ou d'enablers qu'il faut développer. On a quand même, et donc ça, qui sont sur tous les projets crypto et blockchain, donc du transversal. Il y a quand même deux sujets pour moi, deux verticales qui m'intéressent beaucoup, qui sont sur la DeFi, tout ce qui est real world asset, c'est-à-dire vraiment comment est-ce qu'on commence à tokeniser comment on utilise les protocoles DeFi qui fonctionnent vachement bien aujourd'hui pour échanger des tokens entre eux qui n'ont pas nécessairement une valeur nécessaire, parce qu'on aime bien appeler des, entre guillemets, shitcoins dans le métier, sur Twitter. Comment est-ce qu'on commence à utiliser ces infras des trucs comme AV, des trucs comme Morpho, des trucs comme Compound, Uniswap, qui sont des super primitives, mais on le fait avec des assets qui vraiment créent de la valeur. Donc, c'est-à-dire de la dette tokenisée, de l'immobilier, des bons trésors,
ça, il y a quelques boîtes comme ça qui sont assez géniales, qui existent déjà comme Centrifuge, comme Goldfinch, enfin Centrifuge en Allemagne et en Suisse, Goldfinch aux États-Unis. On a pas mal d'acteurs là qu'on voit qui émergent en France et des trucs de super qualité. C'est probablement ça sur lequel je suis le plus bullish là tout de suite maintenant. Et je pense que ça va faire des super boîtes d'ici 3 à 4 ans. L'autre côté, c'est ce que j'appellerais le côté grand public, un peu dans la continuité d'Ariany, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise ce qu'on appelle le on-chain social graph, c'est-à-dire vraiment cette idée de pouvoir posséder son profil d'identité sur une chaîne de blocs, sur une blockchain, et comment est-ce que ça renverse complètement la manière dont on construit Internet. C'est-à-dire que j'arrive quand je vais me connecter sur un site, c'est pas le site qui collecte des informations sur moi et puis qui me dit pas ce que c'est et qui monétise ces informations. C'est moi qui arrive avec mon profil d'identité et qui te filme les informations que j'ai envie de te donner pour avoir une expérience customisée dans ce sens-là. C'est dans la lignée d'Ariany, c'était la vision d'Ariany depuis le début, hein, c'était vraiment ça. L'idée, c'était comment est-ce que tu as des informations on-chain qui te permet de créer de manière d'interagir avec entre les marques et toi-même. Et ça, c'est bien sûr une deuxième verticale sur laquelle qui me passionne. Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu moins, enfin, la qualité est un peu retombée, enfin, ou tout du moins, la hype est retombée. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu demandés est-ce que c'est comme le bon moment d'aller. Je pense que d'ici 6 mois à 1 an, je vais revoir des super projets parce qu'il y a des gens, je sais, qui bossent sur des super projets, mais qui sont pas encore, qui n'ont pas encore envie de sortir du bois tout de suite. Mais c'est vrai que là, on est un peu dans le creux de la vague sur ce côté-là. Ça étant dit, sur le DeFi Real World Asset, il y a des trucs absolument géniaux là qui sont en train de sortir. C'est facile. Ok, excellent. Et d'ailleurs, pour en dire un peu plus sur les actualités de Xange, enfin de ta section en particulier, dont tu disais que vous allez commencer à investir prochainement avec cette structure, enfin, dès qu'il y aura eu l'agrément de façon officielle. Enfin, non, vous l'avez eu d'ailleurs en juin, tu disais. Bon, souvent à partir de septembre, on pourra investir. Voilà. Ok. Et donc, vous allez constituer une équipe, c'est ça? Tu es en train de constituer une équipe pour t'assister Bien sûr. Alors, on va continuer à construire, enfin, on l'a construit petit à petit, hein, l'équipe. J'ai déjà des personnes pour embaucher durant l'été. Mais ouais, on continuera à faire grossir l'équipe. On est 2, on va passer à 4 d'ici la fin de l'année. Et bien sûr, je parle vraiment équipe dédiée sur le crypto Web3. Donc, c'est pas non plus une croissance, c'est pas une croissance énorme. Je suis pas en train de passer de 30 à 60 employés comme on a pu faire chez Ariany l'année dernière. Hein. Et une dernière question, ce serait quoi le conseil finalement à un entrepreneur qui veut te pitcher son projet Web3? Ce serait quoi vraiment le truc à mettre en avant ou les do's et les don'ts, quoi? Non mais reprenez le truc classique, hein. C'est-à-dire la première chose c'est convainc-moi qu'il y a une super idée. Je suis quand même à un niveau très avancé hein, par rapport à d'autres VC, c'est-à-dire que je vais vouloir que tu rentres un peu dans les détails et que tu me dises bien pourquoi est-ce que tu utilises la blockchain et pas juste me dire on fait un NFT c'est trop cool. Croyez-moi, je dirais non mais attends, pourquoi tu fais un NFT, pourquoi tu fais pas ça en centralisé, pourquoi est-ce que tu t'embêtes avec la blockchain, parce que l'ayant fait et ayant vécu mes développeurs chez Ariany qui me disaient mais pourquoi est-ce qu'on s'en kikine avec la blockchain alors que si on le faisait en centralisé on aurait fait ça en 2 heures de taf et là ça nous prend 2 semaines. Donc c'est pas une joie de développer sur de la blockchain. Donc faut vraiment qu'il y ait une vraie raison fondamentale pour laquelle tu le fais, qui est pas juste ta conviction mais aussi une vraie réponse technique et une utilité pour les gens à qui tu vas vouloir vendre ou faire utiliser ce produit. Deuxièmement, montre-moi pourquoi est-ce que c'est toi l'équipe pour le faire, parce que les idées c'est génial, les concepts c'est super, mais en général les bonnes idées, il y a beaucoup de gens qui l'ont en même temps. Et je veux voir 2 choses sur ça, c'est ta capacité technique, enfin vraiment pourquoi est-ce que tu as un background qui me permet de penser que tu es la bonne personne qui est capable de le fabriquer, et puis aussi de l'autre côté ta capacité de résistance, parce qu'encore une fois l'entrepreneuriat c'est vraiment une course de fond, il faut avoir beaucoup de résistance. Et le troisième, c'est montre-moi, et c'est au final c'est ce sur quoi tu peux le plus bosser en fait. C'est ça que tu dois faire en permanence, c'est montre-moi qu'il y a un marché qui est en train qui répond positivement à ce que tu fais, quoi. Il y a un début de traction, qu'il y a un début d'intérêt pour ce que tu fais, et que c'est pas juste toi qui est en train de faire un super truc sous le radar,
que personne n'a testé, mais tu me promets que c'est le meilleur truc qui a jamais été fait, et le jour où ça va sortir, ça va tout exploser. Salut à toutes et à tous, désolé, suite à un petit incident technique, les dernières secondes de cet épisode n'ont pas été enregistrées. Je vous rassure, il en reste à peu près 10-20. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode quasiment jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À plus.